Je me retrouve aujourd'hui avec Lily et Pierre à la pépinière. Pierre Et Lily. Incroyable. Wow, la classe. Donc du coup, ici vous faites donc beaucoup de variétés. Vous avez tout greffé, tout ça. Oui. Ouais. De là. Ok. Mon Dieu. Ah, l'enfant. Je mettrai un petit ours bleu à la place. Sur le terrain, c'était un terrain qui n'était pas clos Oui. à la base, donc on a déjà fait toute la clôture. La Pour première éviter les chose qu'on a chevreuils ou autres Ouais, les animaux sangliers. dévastateurs. Les sangliers à deux pattes aussi. Ah, les sangliers à deux pattes. Les sangliers à deux pattes. Et on a mis en place, on a commencé à mettre en place du coup une haie fruitière avec bien. de la groseille, de la myrtille. Principalement des petits fruits du des coup. petits fruits, mais aussi des arbres qui vont être notre verger conservatoire pour plus tard. Pour C'est plus des arbres qu'on a greffés également en même temps que nos 2800 arbres cet hiver sur table. Superbe. En place quand on a planté ça. Vous Alors- avez tout un tas de variétés du coup. Vous avez de tout certainement, pommes, poires, les Ouais. classiques, Prunus, prunus. Cerises. Bah, pomme, poire, cerise, abricot, pêche, prune. Et puis à partir de l'année prochaine, normalement, on commencera à faire des agrumes. Ah ouais. Voilà. Et probablement aussi du kaki Et du figuier. et du figuier et du noisetier. Enfin voilà, on va incorporer au fur et à mesure d'autres variétés, mais ça faisait beaucoup de travail d'un coup de tout faire. Je peux peut-être te parler de l'itinéraire technique pour la plantation de. Allez. En fait, nous, on est parti d'une prairie en jachère. Donc, on avait un sol qui était particulièrement vivant, entre guillemets, qui n'avait pas été perturbé depuis très longtemps. Mhm. Donc, on a pu profiter de ça. Il a fallu détruire la prairie qui était existante, avec pas mal de vivaces à l'intérieur. Donc, en fait, on a bâché. Ici, le sol est quand même limono-sableux. On est un petit peu plus bas en altitude que tout à l'heure, et on est dans un corridor de vent. Alors ce qui s'est passé ici, c'est que nous on avait agrafé les bâches au sol, mais on n'avait pas mis de poids dessus. Du coup il y a eu du vent. D'où toutes les bûches et les Voilà. planches qui sont derrière, Ouais, c'est les ça. doses qui sont posées. Ouais. Voilà. Ça s'est envolé. Donc ça Donc s'envole c'est tout. agrafé et lesté. Maintenant c'est lesté, ça c'est sûr que ça bouge plus. Voilà. Voilà, pour l'instant ça ne bouge plus. Bon, ceci dit, c'est super parce que peut-être je peux te montrer Allez. du coup à quoi ça ressemble à un sol vivant. Allez. Quand on a débâché, la prairie avait quand même été pratiquement détruite par le bâchage un peu long. On a bâché, c'était quoi, septembre, octobre Septembre, octobre. de l'année dernière. Mhm. Et on a débâché en décembre pour faire un apport assez conséquent de matière organique, 5 cm d'un mélange de crottin et de suure. Et de sueur, d'accord. Qu'on a dû charger à la pelle dans un camion benne, venir décharger ici, puis amener à la Ok. brouette et étaler au râteau. Très bien. C'est sympa, On fait quelques voyages. ça fait un peu d'occupation. Et on va pouvoir aller constater le boulot qu'ont fait mes copains les vers de terre. Allez. Ils nous ont Tes fait des copains. cabanes partout. Nos Zou. copains. C'est une tuerie les turicules. Voilà, donc ça ce sont des turicules. Ouais. En fait, c'est des déjections de vers de terre. Et donc, comme on peut le voir là, en fait, il y en a vraiment de partout, de partout, de partout. Et en fait, c'est comme ça que les vers de terre contribuent à dégrader la matière organique. En fait, on appelle ça aussi du lombrimix. Ils viennent en surface à la nuit tombée. Ou alors ils le font en permanence sous les bâches parce qu'ils sont protégés par les bâches des attaques d'oiseaux ou de tous les prédateurs qui les dévorent. En fait, il y en a vraiment Oui. beaucoup. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop sortir Le jour. la journée. Voilà, ils préfèrent sortir la nuit. Et donc, en fait, ils mélangent et ils ont une ration qui est toujours à peu près la même en fonction des catégories écologiques, avec plus ou moins de matière minérale et de matière organique. Et c'est au sein de leur intestin, en fait, ils ont un gésier comme les poules. Les poulets. Voilà. Et c'est au sein de leur intestin, de leur gésier, de tout ça que se crée une bonne partie du complexe argilo-humique. Mhm. Donc le mélange entre la matière organique et l'argile et les matières minérales. Et ils remangent aussi une bonne partie de leur turicule quand ils remontent, parce qu'en fait, ils enferment de la matière organique fraîche à l'intérieur, qui va être petit à petit décomposée par les champignons et les bactéries. Et eux, en fait, ce qu'ils mangent principalement, c'est les champignons et les bactéries qui se trouvent à l'intérieur de leur turicule.
Donc ça c'est très bon pour eux, ça pourrit. Et voilà. Et c'est ça qui crée la matière organique des sols, extrêmement stable, qui va minéraliser lentement, amener à manger à nos plantes. Et qui va aussi améliorer très fortement la capacité du sol à retenir l'eau, quoi. Et ça fait un engrais naturel pour les plantes, donc il faut absolument les garder, les laisser. En fait, les plantes adorent envoyer leurs racines. Ça, si tu veux, je pourrais te donner des photos que tu pourras peut-être monter sur la vidéo, je sais pas. Où on voit en fait les racines des plantes qui tapissent complètement les galeries des vers de terre. Elles s'enroulent sur les bords des galeries des vers de terre. Et en fait, les vers de terre, eux, passent leur temps à passer contre les racines des plantes. Et ils larguent, en fait, c'est comme les limaces, ils sont entourés d'un mucus, un protéomucus, c'est des protéines. Et donc ça, c'est dégradé très lentement et ça fait énormément de minéraux directement assimilables par les plantes. Et ils urinent aussi dans leurs galeries. Et donc, en fait, je t'en parlerai peut-être ailleurs qu'ici, mais Marcel Boucher, qui est un chercheur de l'INRAE à Montpellier, a fait une étude assez magistrale sur les flux d'azote entre le ver de terre et la plante. Et il a montré à quel rythme, à quelle rapidité et quelle quantité d'azote passait du ver de terre à la plante dans un environnement non perturbé. Fais-nous voir ce sol extraordinaire. Donc au bout de combien de temps en quelques mois, hein, du coup. Là, en fait, nous, on n'a rien fait du tout. Enfin, on a juste couvert le sol pour détruire la prairie. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est le sol tel qu'on peut le retrouver aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. On a juste mis la matière organique en surface. Et... Donc là, tous les arbres qui ont été plantés sans aucun travail du sol. On a juste planté un loucher, fait un mouvement de balancier pour écarter un petit peu le sol et pouvoir glisser les racines à l'intérieur jusqu'à la hauteur du collet. Ouais. Et ensuite, on retire le loucher et on marche un peu de chaque côté pour stabiliser un peu terminer la plante. Et on remet les toiles tissées entre les rangs pour éviter d'avoir à venir désherber en permanence. Voilà, c'est tout. Et puis comme je te disais, c'est une super bonne cachette aussi pour tout un tas de bestioles qui vivent dans le sol. Parce qu'il y a 5 cm de matière organique, mais bien souvent ça sèche et tout. Et puis quand on n'arrose pas abondamment, ça a du mal à rester humide tout ça. Alors qu'avec une bâche comme ça reste vachement humide et c'est super vivant dessous. De la vie. Y a-t-il de la vie quand on met des bâches? Regarde, déjà, on va ne serait-ce qu'enlever le bout de bois. Tiens. Ah, regardez, voilà. Déjà, lui, il est en train de se cacher par ici. Une cachette. Oh, nous avons ici un joli petit cloporte. Ça court dans le sens. Oh là là, il est magnifique celui-là, donc. Regarde lui. Iridescent. Là. Voilà. J'ai même pas besoin de rien soulever du tout. Et on voit, là où c'est sec partout, ici l'humidité a été complètement conservée. Voilà. Celui-là, il est en train de faire, il y en a un autre juste à côté, ça bouge dans tous les sens. Ici, là. Et donc c'est les galeries qui sont... tout à fait, qui arpentent. Et on voit aussi, même si c'est écrasé, parce que nous on y circule dessus, la quantité de turicules qu'ils ont fait. Ouais. Voilà. Incroyable. Superbe. Yes. C'est la magie. Maintenant, je me retrouve pour le protocole bêche. Pour montrer un petit peu la structure d'un sol qui n'a jamais été travaillé. Très bien. Donc là, en fait, l'historique de la parcelle, c'est que c'était un sol plutôt forestier. Nous, on a récupéré cette parcelle sous condition. C'est que le précédent propriétaire allait couper le bois pour le vendre, et donc ça, on ne pouvait rien y faire du tout. Et d'une certaine manière, ça nous arrangeait quand même un petit peu, parce que, bon, de toute façon, pour s'installer, on aurait quand même été obligé de couper un peu des arbres avant d'en planter d'autres. Et là, c'est un sol qui n'a jamais été travaillé, malgré qu'il y ait quand même petite remorque avec du bois qui soit passé dessus, etc. Donc à un moment, il a été un peu compacté. Et ça permet de voir un peu, donc là c'est la couche supérieure, donc ça c'est toute la matière organique que nous on a apportée. Donc là, Alison pourra en témoigner, on a mis quelques... Témoignage. quelques brouettes. En fait, on a amené quoi ici, 10-15 cm par an pendant 3 ans. Oui. De sûre, de crottin principalement, de branches broyées aussi. Un bon amendement pour vous à peu près, ce serait sur 2-3 ans? En fait ça dépend. On arrive en 2-3 ans alors du coup à avoir un bon terrain.
En fait, ça dépend du sol de départ et ça dépend de ce qu'on fait avec l'amendement. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, malheureusement. Je suis champion pour donner des mauvaises questions. Non, c'est une question qui est très bien, mais bon, en fait, si on a un sol qui a été massacré au départ et qu'on met juste la matière organique en surface, ce sera très très long. En fait, ça crée du compost en surface, donc on a une terre qui est très noire sur les premiers centimètres et il y a une démarcation franche avec la terre d'origine qui a été un peu massacrée. Et qui, elle, du coup, s'est recompactée, est devenue très dure, n'a plus de structure, il n'y a plus d'air, etc. Parce que là, on voit que la motte se tient, mais elle est très facile à casser. Mais voilà, ça, par exemple, tiens, ça, on peut le filmer, voilà, ça se casse très facilement, mais ça se tient. Et si on le prend et on le fout dans l'eau, ça ne va pas fondre et tomber au fond de l'eau, ce qui serait le cas si on avait passé le motoculteur. Parce qu'en fait, c'est la vie qui est à l'intérieur du sol qui est capable de créer ces agglomérations très particulières et de créer le fait qu'elles puissent résister à l'eau. Alors, le réseau maraîchage sur sol vivant a inventé une analogie que je trouve particulièrement intéressante pour parler de ça, c'est celle du café. Très bien. En fait, c'est la recette une nouvelle recette de la pollution. Pour polluer, je fais du café. En fait, si je prends des grains de café, que je ne les broie pas et que je les mets dans l'eau chaude, il ne se passe pas grand-chose. D'accord ? Et donc du coup ça n'a pas beaucoup d'intérêt, tu bois de l'eau chaude quoi. Par contre si je les passe au moulin à café, que je les broie très finement et que je les mets dans l'eau chaude, du coup ils vont libérer tous les principes actifs, tous les minéraux, tous les arômes, etc. qui sont dedans. Et en fait le sol c'est pareil. Le sol, lui, le sol et la vie du sol ont une préoccupation, c'est de retenir tous les éléments nutritifs, tous les éléments minéraux, les fameuses pollutions des nappes phréatiques par l'azote, etc. Ça n'arrive pas sur les sols naturels, vivants, qui n'ont pas été travaillés par des outils agricoles, mécaniques, voilà. Parce que en fait, le sol retient vraiment tout. Par contre, si je viens et que je broie tout ça et qu'ensuite je le mets dans l'eau, et bien en fait, au même titre que le café, je vais faire passer tous les éléments minéraux, tous les trucs dans l'eau, ça va descendre dans la nappe phréatique, là où ça n'a rien à faire du tout. Et c'est comme ça que je vais commencer à créer de la pollution et de l'érosion. En fait, on fait souvent des... J'ai remarqué quand on regarde les flyers de l'agence de l'eau, il y a des inondations avec une belle eau toute bleue. Et en fait, ça n'arrive jamais. Parce que les sols qui sont capables de faire descendre l'eau en profondeur à la nappe phréatique correctement, qui n'ont jamais été travaillés, eh ben, eux, en fait, ils n'ont pas d'érosion. Et l'érosion se produit quand le sol a été massacré entre guillemets par des outils. Et à ce moment-là, en fait, quand l'érosion se crée, c'est que l'eau n'arrive plus à descendre dans les sols et elle emporte les limons et les argiles, qui sont en fait les fractions minérales, donc les parties minérales du sol les plus fines. Et ça, c'est emporté par l'eau. Et à la fin, il reste que du sable. Et voilà, c'est comme ça qu'on dégrade petit à petit nos sols agricoles, quoi. Donc voilà, moi c'est pour ça que ça me tient à cœur de jamais travailler les sols. Déjà parce que je profite d'un mécanisme de fertilité naturel, existant et très efficace. En tout cas quand il y a les bonnes conditions, température, humidité et nourriture pour la vie du sol, c'est incroyable. Alors c'est sûr que dans des climats très très secs ou sur les sols où il n'y a pas du tout d'eau, tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Mais quand les bonnes conditions, ou s'il fait, je dis n'importe quoi, 1000 degrés ou moins 12 degrés, ou si on est sous 1 mètre d'eau, enfin voilà. En fait, il y a des conditions classiques à respecter, c'est-à-dire une bonne plage de température, une bonne plage d'humidité, un bon ensoleillement. Et là, tout pousse sur ces sols-là, quoi. Donc on profite de ça ici, et en même temps, on sait qu'on ne crée pas de pollution et, par infiltration à la nappe phréatique. Et que d'année en année, on a un sol qui est de plus en plus structuré, de plus en plus grumeleux, de plus en plus fertile. Voilà. Ça, un des trucs qui fonctionne bien dans notre contexte chez nous. Donc nous, pour situer là ici, on est aux alentours de 400 mètres d'altitude, en moyenne montagne. Et on a quand même un climat qui, on va dire, comme on est dans l'Hérault, c'est un climat qui est assez chaud, assez sec. Généralement, on avait quand même la chance ici en montagne d'avoir pas mal de pluviométrie. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de sécheresse. Et il y a même des arbres adultes qui, pendant l'été, sont morts parce que de désespoir, ils ont rouvert leurs stomates. Donc ça fait quand même un peu... voilà, ça nous a fait un peu souci. Mais là, cette année, la pluie est bien revenue. Mais si on est sur un sol qui est très poussant naturellement, qui est bien vivant, qui fonctionne bien, avec, je sais pas moi, des prairies qui montent à 80 cm de haut, 1 mètre de haut au mois de juin, on peut se permettre
de vraiment juste venir fissurer le sol avec un loucher, glisser les racines et laisser ça comme ça et Super. ça va faire le boulot à mort, quoi. Le seul truc c'est qu'il va falloir faire attention à la concurrence autour du tronc, quoi. Et donc là, Vas-y. voilà, là c'est impeccable. Alison, à vous. Pardon. Moi je voulais rajouter, c'est au niveau du climat. En fait ici on est vraiment à la frontière entre un climat méditerranéen Mhm. et un climat océanique. On est à 30 minutes d'un climat océanique. Donc on voit souvent la démarcation même dans le ciel entre Oui. les deux. Donc effectivement on est dans l'Hérault, effectivement on est plutôt dans le sud de la France. Mhm. Mais on a beaucoup moins de pluviométrie que du côté de Mazamet par exemple. Et cet arbre est là, du coup, vous m'avez dit 2 ans déjà. Il pousse vraiment relativement très bien pour l'instant. Ben, ici on peut voir Point le de point de greffe. greffe. Ben, Alors. justement on peut le voir, il devient de plus en plus difficile à voir, quoi. Donc c'est cette partie-là. Alors on verra mieux de ce côté-là. Ouais. Ici, là, en fait. Augustine. Oui. Ce qu'on a pratiqué ici, c'est une greffe à l'anglaise simple. Je crois Ok. que c'est Alison qui l'avait greffé celui-là. Et en fait, ça fait vraiment des très belles cicatrices. Bon, on arrive. C'est difficile à distinguer le porte-greffe du greffon. Ouais. Sur ce genre de greffe. Et vous avez du coup, vous aussi, un type de greffe préféré? Oui. Oui. Allez. Bah, on aime beaucoup l'anglaise et c'est celle qu'on pratique le plus. Mais on commence à faire des écussons progressivement Et- en fonction de la période. Ça on le verra tout à l'heure. Toutes les essences ne réagissent pas pareil aux greffes en fonction des périodes de l'année, surtout. Pas forcément des types de greffes, mais des périodes de l'année. Et c'est vrai que la greffe à l'anglaise, c'est quand même majoritairement une greffe qui se pratique sur table en hiver. Et ça fonctionne très bien pour les cerisiers, les pruniers, les pommiers, ce genre d'essence-là. Mhm. Par contre, tout ce qui est abricotier, c'est catastrophique. Vraiment, ça marche pas du tout. Donc, pour la greffe du pêcher, a priori, ça peut fonctionner. Enfin, en tout cas, dans la littérature, ça peut fonctionner. Pas super bien, mais on parle d'un taux de reprise de 50% à peu près. Donc, une sur deux qui fonctionnerait bien sur des greffes sur table comme ça. Et nous, dans les faits, on a eu quoi? Une Bah, dizaine. sur 500 arbres greffés, on en a eu 10. Ah ouais, check. Yeah. Peut-être vous pourriez me dire à quoi sert une greffe alors du coup? Premièrement, c'est de garder une variété, d'adapter au niveau du sol. Quand on veut multiplier un végétal, cloner un végétal, il y a plusieurs possibilités pour le faire. La plus simple et la plus intuitive, c'est de parler de bouture ou de marcotte, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on prend un rameau de l'année et on essaye de faire en sorte que ce rameau de l'année produise ses racines. Et il y a des espèces ou des variétés avec lesquelles c'est pas possible de le faire. Et donc on doit venir apporter sur ce rameau un système racinaire existant. Et l'homme a découvert la greffe par observation dans la nature. En fait, des fois, il y a des branches de deux arbres qui viennent à se frotter avec le vent. Et il y a l'écorce qui vient à disparaître. Et derrière l'écorce, en fait, il y a ce qu'on appelle le cambium. Et ce cambium, en fait, quand il est en contact entre deux variétés qui sont compatibles, voilà, ça fait une soudure. Et en fait, la sève circule entre les deux. Il fusionne Ouais. et revit. Il revit d'une certaine manière, il se multiplie à l'infini. Et donc, moi je suis fasciné par les végétaux parce que, en réalité, moi ma perception c'est qu'ils nous manipulent depuis la nuit des temps. Bien sûr. En fait, ils produisent des fruits, ils en ont rien à foutre des fruits. Eux, ce qu'ils veulent se produire, c'est des pépins et des noyaux. Mais ils produisent des fruits pour nous attirer. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on en est venu à couper des branches sur des arbres pour les cloner sur des systèmes racinaires parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ils arrivaient à cicatriser et que ça refaisait le même arbre et donc ils sont d'une certaine manière devenus immortels en nous manipulant pour qu'on vienne les multiplier à l'infini. Enfin, moi, je trouve ça- J'ai l'impression d'écouter Francis Salé. Ah, un petit peu. Ah, bizarrement. C'est fascinant quand même. Fascinant. Et donc voilà, un des principaux intérêts c'est ça. Mais ça peut être aussi des intérêts À notre avantage. agronomes Oui. pour modifier la vigueur d'un arbre, la rapidité de mise à fruit, adapter une variété à un sol où elle ne se plairait pas. Comme on l'a vu chez Émilie et Clément, que de pouvoir greffer une variété qu'on aime bien
sur un arbre qui donne pas, qui est né sauvage et qui va faire des fruits de petite qualité, de petite grosseur, enfin, et de le greffer, ben, ça permet en 2 ans d'avoir des fruits et de très bonne qualité et d'avoir la variété. Bon, après, on peut ne pas avoir le nom de la variété, mais on a un cultivar qui est extraordinaire et ça, c'est ce qu'on recherche aussi, quoi. De garder aussi mes souvenirs. Je vois que j'ai des arbres chez mon père, je ne connais pas le nom de la variété et pour autant on multiplie, en tout cas pour nous, par exemple les mirabelles. Wow. Et c'est la mirabelle de mon enfance. Voilà, donc petit mirabellier dont on a essayé de préserver le fruit en sachant que quand je l'ai planté j'étais toute petite et qu'on n'était pas très organisé à l'époque et on n'avait pas étiqueté la variété. D'accord. Donc notre petite spécialité à la pépinière Thierry, c'est qu'on étiquette beaucoup, Oui. beaucoup. On vous parlera si vous voulez du système d'étiquetage et de traçabilité sur les numéros de lot, etc. Et on a un triple étiquetage sur la pépinière, un plan, des bâtons, des étiquettes, pour savoir les fruits. Et oui, La ça variété, peut être très important en voilà. plus de savoir quelle variété vous avez. Voilà. Parce que du coup, comme on disait, sur certaines variétés, à travers la France, Oui. il y a une variété, mais il y a 40 noms. C'est ça, Donc du coup, c'est plutôt intéressant d'avoir, on va dire, plusieurs variétés. Si vous achetez C'est ça. les 10 mêmes, bah, vous auriez peut-être aimé savoir que vous faisiez pousser les 10 mêmes variétés. exactement. Voilà. Là, tu vois, il y a déjà les petites mirabelles qui sont en formation. Oui, ça La permet place par sur exemple, l'usage. voilà, si là on a un exemple flagrant, donc là il y a une branche, voilà, en effet, qui est cassée. Taille douce Et- naturelle. Voilà. Et si on avait dit, bah mince, notre arbre il est cassé, et ben On peut récupérer. on récupère une branche, on le met sur un porte-greffe. Et puis bah, vous avez sauvé votre variété d'enfance. C'est ça. 2 cerisiers ici qui sont donc juste énormissimes. Hein, je sais pas, Ah ouais. ils font moins 15 mètres, je pense. Donc laissés complètement libres au niveau de la pousse, jamais taillés. Et les cerises sont très bonnes, notamment pour faire de petits clafoutis. Mmh. Donc là, pareil, on pourrait à l'occasion sauver la variété. Voilà, Peut-être même qui est sauvage, hein, qui, Oui. c'est un sauvage. Qui elle est très bonne, et bah, du coup on pourrait même réussir à donner le nom à Donner ce un nom. cultivar. Exactement. Et on a notre la reproduire. cerise- Et la reproduire. Et la reproduire. Ah, je Donc pense là on que tu arrive peux... dans un autre Dans un verger. ancien verger, ouais. Ça, c'est un verger qui est complètement laissé en abandon avec le coin. C'est celui-là là, qui On nous a un fait des cognacier magnifique. cognaciers qui nous fait 300 kg de coin par saison. Waouh. Et après, bah, il y a de la cerise, notamment de la Napoléon. Il y a un poire William caché là derrière. Et il y a un certain nombre de porte-greffes de cerisiers qui se sont repiqués tout seuls. Et oui, parce que les noyaux font des pousses, les pousses deviennent des porte-greffes. Et c'est là-dessus que justement, généralement, on peut mettre nos nouvelles variétés qui fonctionnent avec le type de fruits. Hein, bien sûr, on met cerise sur cerise ou meurise. Noyau pomme sur sur noyau, pomme, pépin poire sur pépin poire. sur pépin. Et là quand il est rouge comme ça, flamboyant, On Ça, appelle c'est ça un prunier mirobolant, Ouais. qui sont les principales variétés de porte-greffes pour les prunes. On les reconnaît d'ailleurs dans le paysage, là. Ouais. C'est vraiment très très beau. c'est magnifique. Ouais. C'était le coin préféré de mon papa. Et aller voir le contre-exemple de cet arbre qu'on t'a montré qui a très bien poussé. On en a planté d'autres un peu à l'arrache, sans rien faire du tout, sans les arroser, pour voir ce qui allait se passer. Sur un seul forestier, par exemple. Et bon, bah ça marche pas très bien, vous verrez. C'est sûr que c'est pas mal aussi d'avoir des exemples et contre-exemples et de dire ok, je suis pas des dogmes. Tiens, celui-là, je vais pas lui donner d'eau. Il va s'adapter naturellement. Et puis, vous l'avez fait. Et puis, vous voyez en effet que Bon, il s'adapte, mais voilà, lentement. il est tout petit. En tout cas, il est pas mort. Il va mort. Il n'est pas encore mort. Il est pas encore mort. Bah, c'est pas futurologue. Non, Futurologue, j'aime beaucoup.
Est-ce que tu veux nous parler alors justement de comment on entretient peut-être aussi tout ça? Et Alors, puis, peut-être, ouais. Alors on va avancer un petit peu du coup. Ouais. Alors, je te parlais tout à l'heure déjà de l'étiquetage. Oui. Donc nous on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a 2 piquets en début de rangée D'accord. qui marquent le début d'une nouvelle variété. Sur le piquet, c'est marqué les variétés. Donc là c'est Charleroux sur franc. On a 2 étiquettes sur... pour pas que si jamais ça s'envole, qui sont tout en bas, le plus en bas possible. Parce que peut-être il y a en effet des périodes pour que, ça se voit, hein, il y a des périodes peut-être pour faire un type de greffe ou pas. Oui. Et- Nous on fait plutôt de l'anglaise sur table, donc en hiver, c'est la saison. On peut aussi en faire en plein champ. Ouais. On n'est pas super fan de la faire en plein champ, l'anglaise sur table. C'est moins évident. Techniquement, c'est plus facile de faire le mouvement à l'horizontale, en tout cas pour moi. Très bien. Et là, on les reprend en écusson, donc il faut que le porte-greffe soit bien en sève pour bien réussir son écusson. Et on va vous montrer, on ne fait pas exactement les écussons comme Juliette Watson, même si c'est elle qui nous a tout appris. Une autre Façon de faire les écussons. Et donc on fait des écussons à l'œil poussant, c'est-à-dire au printemps. Et on va aussi en faire à l'œil dormant, donc qui seront en fin d'été. D'accord. Chez Juliette, on les fait plutôt enfin, elle les fait plutôt en août. Et parce qu'elle est en altitude, elle est à plus de 1000 mètres d'altitude. Nous, on va plutôt les faire en septembre. Parce qu'on a peur qu'en août, il fasse trop chaud pour que les greffes fonctionnent correctement. Ouais, toujours s'adapter un peu aussi à son Au climat, climat. Ouais. à ses arbres. C'est ça. Après, voilà, c'est notre première année, donc on va voir exactement... on part plus du principe qu'on va les faire en septembre. D'accord, ouais, non, mais c'est On va espérer que nos greffes vont prendre là très et qu'on bien, n'aura bien pas sûr, besoin de bien les sûr. faire en septembre, mais c'est possible qu'on les fasse en septembre aussi. Qu'on reprenne en septembre et qu'on parte sur 2 cycles avant la vente, Hmm. si Oui, l'arbre n'a parce pas que bien poussé. du coup, tous les arbres qui vont être là vont être prêts à partir à une certaine Du période. mois de décembre, quand ils auront perdu leurs feuilles en fait. Voilà, donc Voilà. en fait, d'ores et déjà, si vous allez sur le site de la pépinière Pierre et Lily. Pierre et Lily, .fr ou .com, à votre voilà, convenance, incroyable, à votre guise. à votre guise. Pour l'instant, les arbres sont ici, ils ne sont pas mis en stock. Voilà, On prend les commandes à partir du mois d'août. donc à peu près. ils peuvent quand même réserver, Précommander, au mois d'août, réserver. les choses, et puis On fait les études de projet, tout ça avant. voilà. Et par contre, on les livre, ou vous venez les chercher, ou on vous les envoie par la poste, à partir du mois de décembre, quand les feuilles seront tombées. D'accord, donc il peut y avoir des commandes et des précommandes au mois de maintenant. Avant. Voilà. Voilà. Et les livraisons sont de toute façon au mois de décembre. Quand ils ont perdu leurs feuilles. Voilà, super. Ça, c'est pareil, on ne peut pas savoir exactement quand. S'il les tombe au 25 novembre, ce sera à partir du 25 novembre. Eh ben super, on les Et aura un peu avance. si c'est plus tard, ce sera un petit peu plus tard. C'est Super. eux qui décident, c'est pas moi. Très bien, c'est la nature qui décide. Exactement. Terrain. As-tu vu? Et donc là, peut-être sur l'entretien des arbres que vous faites. Ouais. Ah bah voilà, tiens, ça c'est parfait, très bon exemple. Une magnifique fente qui a été faite. D'accord, on voit que la greffe a bien pris. On a pas mal de pousses déjà. Ouais. Et on a le porte-greffe ici qui veut s'affranchir. Donc là, comme la greffe a bien pris, on l'enlève et on désherbe. Et on fait ça donc sur tout le rang. Ça nous permet de voir où en sont nos greffes. Tu vois, celle-là aussi, elle a super bien pris. Et il n'y a pas de reprise sur le porte-greffe. Par contre, on voit que ce serait pas mal Il y a un petit peu d'adventice. d'arrêter la concurrence qui peut se faire à ce niveau-là. Très bien. Et là, tu vois, c'est pareil. Très belle greffe, très bien pris. Là, pareil, elle a bien pris. Hop, petite ici, on l'enlève. Là, ça a bien pris aussi. Il y a même un magnifique ver de terre qui est en train de sortir. Ici. Ah, il se cache. Attention, Coquin. regarde-moi la longueur de ce ver de terre. Waouh. C'est que coucou, copain. Sur un magnifique sol vivant.
Il est même pas en train de s'enfuir et il se dit tiens, je passerai bien le week-end Par ici. Allez, à l'air libre. on te laisse mon pote. Et du coup, c'est Pierre qui va faire le greffe. Voilà. Mais il est déjà en train de greffer apparemment. Alors, la première chose à faire quand on greffe, c'est Désinfecté. vachement important de désinfecter son outil. Parce qu'en fait, il peut arriver qu'on prélève un greffon ou qu'on entaille un porte-greffe qui a une maladie. Et sinon, on peut transmettre ça aux autres. Donc là, on utilise de l'alcool à 90 degrés. Comme ça, on est sûr que Il se passera bien. ça se passera bien. Mais on peut utiliser aussi du rhum, de l'agneau. En fait, il vaut mieux avoir un alcool qui est au moins à 70 degrés. Donc si vous buvez de l'alcool qui est au moins à 70 degrés, vous pouvez y aller. Il y a quelques whisky. Je pense que c'est... On n'est pas là pour... Du coup, c'est pas pour le greffon que c'est dangereux là. l'apologisme. Donc par rapport aux greffes en écusson qui sont généralement pratiquées, moi je fais une greffe qui est un petit peu différente. D'accord. Normalement, une greffe en écusson, on fait un T. Donc on commence par faire une encoche comme ça. Ensuite, on vient faire une encoche verticale pour former le T. Ouais. Et on va venir glisser un bourgeon à bois avec de l'écorce à l'intérieur pour créer un contact entre les cambiums à ce niveau-là. Et essayer de faire démarrer ce bourgeon à bois qui sera le futur arbre. Toute l'information génétique de l'arbre est contenue dans cet unique bourgeon, quoi. D'accord. On va lui montrer juste, mais on l'avait déjà vu récemment dans un épisode qu'on connaît très bien puisqu'il y avait Juliette Watson. Bon. Donc en fait, pour moi, cette greffe-là, elle a deux petits inconvénients. Ouais. Deux petites difficultés, on va dire, supplémentaires qu'on peut probablement facilement éliminer. Le premier, c'est que quand on glisse le bourgeon, des fois on a un petit peu de difficulté à le rentrer et on va venir avec la spatule, je vais essayer de trouver un bourgeon qui est à peu près correct. En fait, on va venir avec la spatule pousser à cet endroit-là pour glisser le bourgeon. Parce qu'en fait, c'est le seul endroit ici qui est un peu dur. L'écorce, là, comme on essaie de prélever le moins de bois possible, c'est très très mou. Si on appuie dessus, ça se déchire. Donc en fait, quand on vient pousser là, on peut facilement abîmer le bourgeon à bois. Alors que quand on le remonte par en dessous, on vient appuyer ici. D'accord. Et donc là, on a très peu de chances d'endommager le bourgeon à bois. D'accord. Et le deuxième avantage d'inverser ce T, c'est que si jamais la ligature n'est pas parfaitement réalisée et qu'il venait y avoir un petit peu d'eau qui s'infiltre à l'intérieur, en fait, elle pourrait très facilement percoler et sortir par le dessous. D'accord. Parce que sinon, dans le T ordinaire, elle reste piégée et ça peut créer un espèce de pourrissement. Tu m'avais montré une greffe d'ailleurs De Clément, voilà. et Émilie, ouais. Dans un autre épisode que je vous encourage à regarder. Merci. Où en fait Clément a fait a priori une découpe d'un arbre qui avait été greffé et qui est mort et où on peut voir justement cette petite nécrose due à l'humidité qui s'était mis en place. Voilà, donc probablement qu'on peut éviter ça. Bon, donc là je vais essayer de choisir un endroit assez haut. Pourquoi assez haut? Parce que j'ai pas forcément une confiance totale dans mes greffons et dans cette greffe printanière. Donc si jamais elle venait à pas prendre, cet été, je pourrais avec certitude venir refaire une greffe ici en écusson qui, elle, je le sais, fonctionnera parfaitement bien. Ça marche vraiment très très bien la greffe en août sur les pêchers. Moi ce que je fais quand je fais des greffes comme ça, c'est que j'essaye de forcer quand même l'arbre à réveiller des bourgeons à bois. D'accord. Et donc la technique que j'ai moi, c'est de venir couper la tête de sa pousse principale, juste la tête. Comme ça, il a toujours plein de feuillage pour faire de la photosynthèse. Mais tant qu'il n'a pas cicatrisé ça, il est bloqué pour continuer à pousser. Ok. Donc il va essayer de sortir un autre bourgeon. Alors. Un T à l'envers. Donc on voit que l'écorce, là pour le coup, Elle est en sève. elle est en sève, ça se soulève très très bien. Superbe. Je vais le faire un petit peu plus long. Moi je préfère toujours que ce soit un petit peu trop long, parce qu'après avec le body tape, de toute façon ça vient se recoller très facilement, ça cicatrise très bien. Et une fois que mon bourgeon sera parti, le dessus je vais le couper. Ok. Donc là tu prélèves. Je vais venir prélever mon bourgeon à bois. Alors
attention quand on arrive au niveau du bourgeon. Ouais. En fait, il y a un nœud de bois. Ça Ouais. résiste d'un coup. On pourrait avoir le réflexe de forcer un peu plus. C'est Mhm. comme ça qu'on se coupe les doigts, pour les gens qui ne connaissent pas. Très bien. Ça part très vite et très fort. La meilleure technique que j'ai trouvée, c'est pas de faire le cisaillement comme c'est préconisé d'habitude, Ouais, mais c'est de faire un mouvement pour trancher. Et ensuite, on reprend. superbe. On vient récupérer ce petit bourgeon. Et on le glisse. Sous l'écorce. Bien glissé dans le bon sens, hein, forcément, parce que sinon Oui, si on le met à le l'envers. bourgeon s'enfuit par le bas. Bon, la nature est parfaite, donc il va remonter. Hein. Après, on coupe ce qui dépasse. Hop. Sans le faire ressortir si possible. Et maintenant, on va faire la ligature. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs écoles au niveau de la ligature. Nous, on utilise du body tape Petit tape. Ok, ou du parafilm, on appelle ça aussi. d'accord. En fait, c'est un scotch qui est adhérent sur lui-même et qui est très pratique pour faire des attaches rapides, mais qui n'a pas un pouvoir très fort de maintien. Donc si vous faites des greffes à rameaux, greffes anglaises, greffes en fente, je vous déconseille d'utiliser ça. D'accord. Parce que si jamais il y a un petit oiseau qui vient se poser dessus ou quelqu'un qui le bouscule un petit peu, en fait les cambiums vont se décaler tout de suite et ça ne fonctionnera pas. Très bien. Donc il vaut mieux utiliser pour ça des élastibandes qui sont biodégradables ou des chambres à air de bicyclette. Enfin, il y a plein de techniques qui sont... Et donc là, c'est aussi biodégradable. Je Exactement, pense, parce que du coup, sinon, vous exact- ne le feriez pas. exactement. Donc là, ça s'étire vachement, comme tu peux voir. Ouais. Et là, c'est pareil, la plupart des gens ne recouvrent pas le bourgeon à bois. Moi, je le recouvre avec une seule couche. Parce qu'une seule couche de parafilm, il va pouvoir le traverser très facilement. Et ça va éviter tout problème de déshydratation. Parce que l'écusson, en fait, le greffon, c'est vraiment un tout petit morceau d'écorce avec un bourgeon à bois. Et c'est très sensible, si jamais il fait chaud, à se dessécher très très rapidement. Donc là, ça le plaque bien contre le cambium, contre la sève. Donc ça va rester bien humide et ça va éviter qu'il puisse transpirer pendant un premier bien. temps. Si vous faites ça avec un truc qui n'est pas biodégradable, genre le plastique alimentaire, là, Ouais. parce que vous n'avez pas ça chez vous et que vous voulez quand même Non. essayer de faire des écussons, Bon. et que vous le recouvrez, 15 jours après, faites une petite entaille pour libérer le bourgeon à bois. D'accord. Ok. Voilà. Et une fois que la greffe est partie, vous pouvez tout enlever et le mettre à la poubelle. On va quand même conseiller d'utiliser des choses biodégradables pour pouvoir... Du body tape. Body tape. Allez. Voilà. Ben, superbe. Merci pour cette magnifique petite greffe. Avec plaisir. Est-ce que Oui. j'en ferai pas une? Toi, tu veux en faire une? Allez, Allez. c'est parti. Quelle variété je vais greffer chez vous aujourd'hui? C'est la belle des Croix-Rouges. La Belle des Croix-Rouges, qui sera revendue uniquement à la Croix-Rouge pour la modique somme de 99 € par arbre. Merci Pépinière Pierre et Lily. Alors du coup, on choisit forcément un bourgeon qui n'est pas à fleurs mais à bois. Ouais, alors, J'ai entendu ça dans une dernière vidéo. sur les pêchers, Hashtag. tu as deux bourgeons à fleurs là, Ouais. tu vois. Hop. Et au milieu, ce qui est tout plat là, c'est le bourgeon à bois. Et est-ce qu'on les enlève, les bourgeons à fleurs? Ah bah ça dépend, je sais pas. Il y en Oui a et qui non. disent que c'est mieux. D'accord. Et moi personnellement, j'ai jamais essayé. D'accord. Moi j'aime beaucoup ce petit bourgeon-là, qui est peut-être un peu plus formé que l'autre. Et encore. Moi, Non. j'ai tendance plutôt à utiliser toujours les triples bourgeons comme ça. D'accord. Comme ça, Très je suis bien. sûr. Alors, on suit votre conseil. Et est-ce que il n'y a pas de bois? On regarde hein, quand même s'il y a le bois. S'il y a du bois, tu peux le laisser. D'accord. En Ok. fait, ça gêne en rien la reprise. Ça limite un petit peu, apparemment, d'après une étude de l'INRA, hein, c'est pas moi qui le dis, ça limite un peu la croissance D'accord. dans la première année. Mais ensuite, il n'y a pas de retard par la suite. D'accord.
suis pas vraiment pépiniériste, hein, vous savez. Bref. Bref, je suis pépiniériste. Bref, je suis pas pépiniériste vraiment. Parce que moi, je fais une pépinière forestière, vous. Vous savez, pépinière forestière, c'est d'abord des rencontres. Hein. C'est bon, c'est un métier parmi tant d'autres. Hein. Et j'aimerais dire qu'il faut laisser le métier à ceux qui y arrivent. Hein. Faut laisser les fesses faire, comme dirait chez Voilà. Ah, les fesses faire. Le phosphore, on dit. Les fesses. Ben voilà, impeccable. Ah là, Congrats. the first one. Dans le panier. Hop là. Allez, hop. Donc, un pommier de la Croix-Rouge. Bon, c'est un pêcher. Et voilà, mais je les reconnais tous, moi, les arbres. Donc, c'est un pêcher de la Croix-Rouge. Belle des Croix-Rouges. Belle des Croix-Rouges. Il s'appelle Mo Belle-Croix. Ah! Je fais de magnifiques sculptures avec des petits Jésus, vous allez Petits voir. Jésus. C'est incroyable. Hein. Quand tu l'auras poussé, on te le filera. Ah, bah, on verra, on verra. hein. Regardez, c'est le seul péché mort. C'est le tien. Merci, merci la pépinière. Ah, super, merci beaucoup de cette petite greffe. Alors du coup, on va peut-être faire une petite visite du verger. Au niveau du design ou ce genre de choses, nous on a, enfin moi j'ai un recul qui est ce qu'il est, mais qui est pas forcément non plus celui de quelqu'un qui aurait toute une carrière dans les vergers. Et donc je suis en passe de me faire accompagner sur ces sujets-là par un mec que j'ai rencontré. Je vous recommande, si vous êtes dans le coin de l'Aude, nous on est dans l'Hérault, c'est pas très loin, dans le coin de l'Aude, d'aller rencontrer l'association À Tout Fruit. Ok. En fait, le type qui a monté l'association est un précurseur dans l'utilisation des variétés anciennes en tant que professionnel. Et lui, il a un recul de plus de 20 ans Ok. sur la plantation et la vente de variétés, la culture et la vente de variétés anciennes en tant que professionnel arboriculteur. D'accord. Voilà, il fait beaucoup de pommes, mais à la base il faisait énormément de pêche, donc il peut aussi beaucoup parler de la pêche, et il fait énormément de variétés différentes. Et il a lui aussi un verger qui est un peu monté sur ce modèle-là, avec des gobelets, des formes libres, ce genre de trucs-là, et il peut attester des différences significatives que lui il a pu découvrir en termes de productivité entre un système qui a été fait pour vraiment être professionnel, productif, tout ça, et un système qui est un peu plus efficace, on va dire, à l'échelle familiale, autonomie, ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Et c'est aussi un régal de... bon là, moins parce que moi en fait j'adore laisser mes parcelles s'enherber, s'enfricher. Parce que du coup, si on baisse un petit peu. Ah ouais, là on est à 60-80 cm. En mois de fin avril. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça atteste d'un sol qui est, voilà, a une certaine fertilité, quoi. Ouais. Ok, alors du coup, on est dans cette magnifique végétation Ouais. que tu laisses Parce que pour l'instant à outrance. la biodiversité, c'est la réponse à beaucoup de problématiques qu'on peut avoir quand on fait de l'agriculture. Ouais. Notamment en termes de maladies, de ravageurs. Et en fait, quand il y a de la biodiversité, tout ça a tendance à s'équilibrer parce que en fait, dans la nature, il n'y a pas vraiment une espèce qui arrive à se multiplier à outrance et à prendre le dessus sur les autres. Si on ne lui crée pas un environnement où elle a la possibilité de faire ça. Et dans la nature, en fait, il y a toujours des prédateurs pour un peu tout et n'importe quoi. Et donc ici, avec Alison, on a mis en place plein d'autres petites actions, on va dire, qui nous permettent de favoriser tout ça. Donc comme par exemple ce petit tas de branches. Ouais. Voilà. Donc pareil, il fait 70-80 cm d'eau, bon on le voit pas parce que Parce que tout est haut. il y a les herbes, et puis comme je vais t'amener par là-bas, tu vas voir, on a fait. Allez.
Et donc là, voilà, dans le registre des actions qu'on a pu mettre en place pour la biodiversité, en fait, quand on est arrivé ici, le terrain était en friche depuis 7 ans et il y avait un peu de bazar qui traînait. Et notamment, Une baignoire. il y avait une baignoire qui était sous un container. Et du coup, j'ai fait un trou. Et je l'ai enterré. Et puis j'ai mis un peu de bois dedans. Et j'ai rien fait du tout. J'ai juste bouché le fond. Et en fait, c'est la pluie qui l'a rempli. D'accord. Et voilà. En fait, je voulais de l'eau stagnante ou presque stagnante. Parce que, bon là on le voit pas d'ici, mais en bas en fait sur le terrain, il y a un cours d'eau qui est très important et avec un énorme débit. Et au-dessus du terrain, il y a un petit béal, pareil, avec de l'eau qui est tout le temps en débit. Et donc c'est vrai que les animaux qui sont dans le coin peuvent avoir accès assez facilement à des points d'eau clairs, tout ça. Et il n'y avait pas d'endroit entre guillemets avec de l'eau un peu stagnante, donc voilà, c'était un peu l'opportunité de créer ça. Et pareil, il y avait du bois là, un arbre qui était mort. Je l'aurais bien laissé sur pied, mais il était dans un endroit où ça m'embêtait un peu parce que On ne voit plus du tout. j'avais besoin de cultiver. Et ouais, comme tu peux le voir, il est colonisé. C'est devenu la maison Oh, les fourmis. c'est devenu la maison de tout un tas d'insectes, quoi. Donc on en a mis partout autour de la mare. Et oui. Donc Et après là, la dernière étape qu'on va faire probablement le mois prochain, parce que ça fait quand même pas très longtemps qu'on arrive sur ce terrain, c'est qu'on va commencer à installer des nichoirs à oiseaux, à mésanges, à chauves-souris, un petit peu partout dans les arbres là. très bien. Parce que je trouve que ça manque un peu. Et puis si on écoute là, on entend qu'il y a quand même pas mal d'oiseaux qui traînent partout autour. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils aient plaisir à venir s'installer par ici et qu'ils se sentent les bienvenus, quoi. J'ai vu un kiwi, Ouais, pas loin d'ici, un tout petit kiwi. extraordinaire. Est-ce que tu veux nous en parler? Avec plaisir. Allez. C'est donc Ladislas Quel incroyable personnage, Qui- Ladislas. qui l'a ramené. C'était le début de l'importation des kiwis en France, quand il l'a ramené. D'accord. C'est un des premiers à être arrivé dans la région. Là, la bâche que j'ai installée, c'est parce que je vais mettre un tuyau d'irrigation. Et du coup, je risque pas de mettre un coup de débroussailleuse dans le tuyau ou qu'il se retrouve perdu sous l'herbe. Voilà, c'est un petit tip. La bâche sert aussi de protection des tuyaux. On sait où ils sont maintenant. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, là, dans ma canopée d'herbe, je les retrouve jamais. Donc, comme on peut voir, le kiwi est sensible au gel. Ah bon? Ouais, regarde. On voit. Mais il a gelé quand? Bah, il y a 3 jours. Écoutez, l'ASMR du kiwi. Du kiwi presque décédé. Incroyable. Ok. Bon, il va très bien s'en remettre. Il est énorme. Enfin, il y a 3 pieds. Il y a 2 femelles et un mâle. Ok. On peut les voir. Alors, je sais pas si tu vas réussir à les filmer. Mais... Il vaut mieux les indiquer où ils sont généralement les pieds. Mais... Là, Ils en sont fait, par au-dessus, incroyables. on les voit très facilement. Mais là, c'est vrai que c'est un peu difficile dans la canopée. Donc là, il y a 3 pieds. Ouais, et ça fait des dizaines de kilos de kiwi, quoi. Des dizaines et des dizaines. Ouais, c'est abusé. En fait, tous les boutons là que tu vois, c'est des fleurs. Ouais. Tout ça, c'est des futurs kiwis, quoi. Il y en a partout, quoi. Et oui. Donc là, Le kiwi est le pilier de l'abondance quand même. c'est un truc de fou. Et en fait, pourquoi il est énorme comme ça? Parce que le béal, il est juste au-dessus là. D'accord. Et en fait, il y a un conduit qui passe sous le chemin au-dessus Ouais. et qui ramène l'eau sur notre parcelle. Ouais. Et il a été bouché, mais il a été bouché de manière approximative. Approximative. Et il y a un petit peu d'eau qui percole un peu par ici. Et le sol ici, il est toujours très humide. Et donc voilà, du coup, il est énorme, quoi. Du coup, les kiwis adorent l'eau. Ouais. Mais n'aiment pas le gel. Non, pas de gel. Ok. Donc voilà, je connais pas le nom de la variété. Les kiwis sont très bons. Et donc on va en fait, comme on vend à des professionnels, on est obligé d'avoir un passeport phytosanitaire. D'accord. Et on a des réglementations à observer pour éviter de transmettre des maladies en dehors du département ou de les amener chez des professionnels. Et donc on a des tests en laboratoire à faire sur ces kiwis là pour vérifier qu'ils sont sains.
Et dès qu'on aura pu faire ça, on va pouvoir commencer à les bouturer, à les multiplier et à les proposer. Ah, super. Et on utilisera le prénom du maraîcher qui était là pour les nommer, puisqu'on ne connaît pas la variété. Ce sera le kiwi Ladislas. Aïe. Bon, vous m'en mettrez 9 de côté. Hein. Avec plaisir. Alors du coup, vu que je viens jamais vide, donc pour la pépinière Pierre et Lily, pour Lily, un magnifique lilas. Merci. Parce que du coup, j'ai su que c'était quand même une des fleurs voilà, préférées, peut-être. Merci. Préférée un peu. Un petit Avec peu, beaucoup ouais. de souvenirs et beaucoup très mellifères. Hein, donc du coup, c'est très bien. Et pour vous, monsieur, bon, c'est pour vous deux quand même, Ouais, j'espère bien. un pommier du Kazakhstan. Merci beaucoup. Que vous aviez peut-être pas dans votre pépinière. Eh bien, j'avais pas dans ma pépinière et j'avais très envie de l'avoir. Yes. Donc, Et j'avais pas de lilas. Ah. Et j'avais très envie d'en avoir aussi. Je suis très content pour vous. Et notamment. nous avons pour toi cette magnifique créature. Donc nous avons déterré un framboisier Imbo de notre jardin. Imbo, Voilà, superbe. Alors du pour coup, je vais pouvoir. Et il est livré avec une motte de notre jardin qui est pleine de champignons, de bactéries forestières qui coloniseront peut-être ton terrain. Il y a peut-être un verre de terre ou deux. Pour le plaisir. Et Je ne sais j'avais pas. envie de te proposer un autre truc. Oui. Si ça te tente, que ce soit sur pied ou sur catalogue, je t'invite à choisir un arbre Très gentil. qu'on sortira de terre en fin d'année et qu'on te remettra. Eh bien, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, pépinière Lily et Pierre, Pierre et Lily, non, on va le dire correctement. Dis-le Je correctement. vous remercie avec la pépinière Pierre et Lily. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur catalogue, commander en pré-vente et ils seront méga super heureux d'avoir vos designs et vos projets cool. Super cool. Allez, Et merci beaucoup à toi Maud d'être venu. C'est vraiment super chouette que tu sois venu pour faire tout ça. Merci beaucoup beaucoup. eh ben, c'est un très grand plaisir. Merci les amis. Je pourrais presque faire. Et longue vie à cette pépinière. Longue Ciao, ciao, vie. Lily. Salut. Adieu, sui Peire, della pepiniera Peire e Lili. Abbiamo fatto una pepiniera per fare d'arbres che fanno dei fruccios, un pautan d'arbres, force arbres, e suis qui per parlare un po' della regione, della lingua occitana e di ciò che facciamo per preservare nostre culture, nostri patrimoni fruitiers e linguistici. Va qui, allez! Et en fait, nous aussi on t'aime mon chat.